Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis Sébastien Gros, bien évidemment toujours accompagné de mes deux fidèles acolytes Kevin Turlan et Antoine Schwartz. Bonjour messieurs. Salut les gars. Bonjour Sébastien, bonjour Kevin. Et aujourd'hui on a une grande chance d'avoir un invité différent de ce qu'on a pu recevoir depuis le début. On a eu des joueurs, on a eu du fitter, mais là on a surtout un ami des Tontons Golfeurs, mais directeur de golf, directeur de l'Évian Resort Golf Club. Salut Mathieu Camison. Salut Seb. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Kevin. Salut Antoine. Donc Mathieu, merci beaucoup de nous rejoindre. Comme on te le disait en off, nous c'est hyper important pour nous d'avoir en fait des personnes de différents métiers du golf au fur et à mesure de l'aventure des Tontons Golfeurs, que ce soit pas que des joueurs, que ce soit pas que nous trois, que ce soit pas que des joueuses, mais aussi de pouvoir mettre en avant certains métiers. Toi, tu as un métier de directeur de golf, il y a quasiment tous les golfs qui en ont, sauf que toi, c'est très spécifique. C'est que tu es quand même directeur du seul golf en France qui a déjà accueilli un majeur et qui continue à en accueillir un. Donc, on aimerait bien que tu nous parles un petit peu déjà de ton parcours qui t'a emmené jusqu'à être general manager de l'Évian Resort, l'Évian Resort Golf Club. Et donc ça, tu l'as depuis 2017, ouais. Si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, de ton petit parcours de vie jusque-là. Merci de m'accueillir. J'ai un peu l'impression d'être en famille quand même. Parce qu'on est quand même, nous amis depuis un bon moment, Seb, copain avec Kevin et Antoine. On a même des projets. Et je suis ravi que vous puissiez me permettre de mettre un petit coup de projecteur sur tout ce qu'on fait à Évian, grâce notamment à un monsieur qui est important, qui s'appelle Franck Ribou. Et j'espère vous donner envie de venir à Évian et de vous intéresser à tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on a la chance de faire beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai vraiment la chance et le plaisir de travailler à Évian, parce que je fais des choses très variées et très différentes. Comme tu le disais, on a la chance d'accueillir un majeur et le seul en Europe continentale, même pas qu'en France. Donc c'est formidable, on organise des événements nationaux, internationaux de grand niveau. Et puis je fais également du développement commercial, puisque j'essaie de développer des marchés à l'étranger quand je me déplace sur des salons, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Et on va chercher une clientèle qui a envie de découvrir la destination Évian, qui est une belle destination entre lac et montagne, dans un environnement absolument exceptionnel. On appartient à un resort qui s'appelle l'Évian Resort, qui dispose de plusieurs hôtels de grande qualité. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir puisque je suis avant tout un commerçant. Et puis en même temps, il y a le fait de gérer une équipe. Et j'ai la chance de travailler avec les gens, très honnêtement, de grande qualité humaine et professionnelle. Donc c'est que du plaisir. Et sans aucune flagornerie, je dis vraiment pas ça parce que ça fait bien de dire du bien de son équipe, c'est que je le pense sincèrement. Et ils le savent, j'ai une proximité suffisamment grande. Alors après, très vite, parce que mon parcours n'a pas un grand intérêt, mais je suis quelqu'un qui vient des médias. Et j'étais directeur du sponsoring des radios du groupe Lagardère, dont Europe 1 était le vaisseau amiral. Et Europe 1 a toujours été la radio partenaire depuis l'origine, depuis 1994, du tournoi d'Évian. Donc, qui a vécu différentes étapes. Donc, c'était l'Évian Masters, qui est devenu l'Évian Championship quand on est devenu Major en 2013. Et puis ensuite, maintenant, The Amundi Évian Championship. Et une année, Franck Ribou m'a proposé de rejoindre l'équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. J'imaginais pas du tout que je travaillerais dans le golf et dans le sport. Mais je suis un grand passionné de sport, au grand désespoir de ma femme. J'aime le sport avec un grand S, que je le pratique, que je le regarde. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les athlètes de haut niveau, quelle que soit leur discipline. Et puisque c'est d'actualité, particulièrement ceux qui font les Jeux Olympiques ou les Paralympiques.
Et j'ai beaucoup de plaisir à aller sur place. Ouais, on a vu par tes assister à ça. stories que tu avais pu y aller Ouais. en famille aussi. Exactement. Donc des super moments. Ouais. Et puis en plus, à Paris, puisque c'est vrai que tu partages ta vie entre Paris et Évian. Donc du coup, tu as pu assister, avoir les bons côtés de Paris pour au moins aller assister aux épreuves. Je te coupe. Tout simplement parce que on va dire juste un petit mot de nos sponsors en début d'épisode. On remercie d'abord Golf Planet, donc média digital où vous pouvez retrouver toutes les actualités golfiques, nous retrouver nous aussi. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter qui est gratuite. Vous recevez toutes les infos de la semaine le lundi. Un grand merci aussi à Callaway, on pourra en reparler parce que On en parlera parce que ils sont très proches d'Évian. Ils sont très proches d'Évian, donc on est ravis que ce soit encore Callaway qui soit encore dans le discours des tontons golfeurs et cette fois-ci avec la bouche de Mathieu. Donc on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Moi, vu qu'on est dans les sponsors et qu'on a parlé de Callaway et d'Évian, moi je vais me permettre de faire aussi un grand remerciement à mon partenaire Évian, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Et ce qui est absolument génial dans tout ce qui est Évian Resort et Évian Resort Golf Club, donc dans cette grande famille, même s'il y a cette sous-famille de l'Évian Resort Golf Club, mais il y a aussi la grande famille de l'Évian Resort. Et c'est que moi, je suis arrivé sur la pointe des pieds en étant joueur du Tour européen à l'époque, vu que ça s'appelait comme ça, en connaissant absolument personne. Et d'avoir été intégré à cette grande famille. Et certes, oui, c'était à la base du sponsoring, donc c'est du soutien financier, on va pas se le cacher. T'as été le premier, mais ça, en non? fait, ouais, j'ai été le premier à l'époque. Et surtout, c'est que aujourd'hui, oui, il y a un partenariat toujours financier qui est très important pour moi, mais surtout, il y a un partenariat moral en fait avec toutes les équipes, là où quand j'arrive sur place, je sens que voilà, peu importe les corps de métier en fait qui sont au sein de l'Évian Resort, moi je suis dans une grande famille là où tout le monde est ravi que je sois là en tant qu'être humain et pas en tant que sponsorisé du resort. Non mais tu as raison, tu l'as très bien dit, tu fais partie de cette famille aujourd'hui. Et quand tu viens, tu es chez toi. Et que moi, quand je parle d'Évian, demain je serai plus en partenariat avec Évian, je continuerai en fait à promouvoir le resort parce que l'endroit il est unique. Et aussi bien pour s'entraîner que pour venir, pour s'entraîner et profiter du golf, que pour venir en fait juste pour faire une pause. Moi, il y a peu d'endroits dans le monde qui m'ont autant permis de faire des pauses. Et donc voilà. Donc moi, c'était mon petit remerciement aussi particulier vis-à-vis de l'Évian Resort. C'est vrai que autant par la gestion du golf, je trouve que l'environnement visuel, c'est juste un truc de fou. Je sais que quand tu arrives sur le practice, au niveau du manoir, l'hôtel du manoir, et que tu as la vue sur le lac, c'est juste envie d'y rester, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Alors, c'est juste une merveille. Ouais, donc ça, franchement, tout est réuni parce que c'est très bien d'avoir un beau parcours, autant par les caractéristiques du parcours, mais le visuel qu'il y a autour, toutes les activités qu'il y a à faire, c'est juste un lieu qui est parfait, que ça soit autant l'hiver que l'été. Alors, il me semble déjà que l'hiver, il est fermé sur une période ou il est tout le temps ouvert? Non, alors effectivement, on ferme une partie l'hiver. Alors d'abord, il faut savoir, parce que vos abonnés ou vos auditeurs ne savent pas forcément, mais on a deux sites. On a un site qui fait une 60aine d'hectares, qui est le parcours majeur, The Champions Course, où effectivement se déroulent les grandes compétitions, et puis dont le majeur. Et puis on a l'académie. L'académie, qui est notre deuxième site à moins de 3 minutes, à moins d'1 kilomètre du golf. Et là, c'est 15 hectares dédiés au golf. Et là, pour le passionné de golf, c'est juste fantastique, quoi. Il y a tout sur place. Donc il y a une vue incroyable sur le lac Léman. On rappelle qu'on est entre les Alpes françaises et le lac Léman. On a un manoir qui est une sorte de guest house, 8 chambres, on peut accueillir jusqu'à 17 personnes, on peut privatiser. Il y a un practice de 300 mètres, il n'y a que Sébastien qui envoie des trucs par-dessus le practice parce qu'il tape tellement loin, tellement fort qu'on est obligé de lui demander d'y aller mollo. Mais on a un espace de travail incroyable avec différents ateliers pour travailler les différents coups. Donc le wedging, les coups moyens, les coups longs, les coups de fer, on peut taper sur herbe, le driving. On a un parcours de 6 trous, 6 par 3, mais 6 vrais par 3, qui permet vraiment de travailler la précision. C'est là d'ailleurs que vous avez fait des vidéos là récemment exactement. Avec la team. Avec la team, on en reparlera après, mais c'était vachement sympa. En plus, nous c'est tous des potes, on les connaît. Seb m'a aidé à réunir justement l'équipe et ça a été vraiment 2 jours très sympas. Ouais, c'était bon. On dira pas que Seb s'est fait éliminer au premier trou. J'étais très déçu pour les tontons golfeurs, mais bon. On sortait du déjeuner, j'avais le bide dans un état. Mais en tout cas, c'est sur ce par 3, c'est
c'est cela, les parcours. Ouais. Le lake course, parce qu'il a une vue absolument incroyable. Les vues sont même encore plus belles qu'au golf. Alors que déjà, il y en a des sublimes, mais cet endroit est juste magique. Donc, en fait, cet endroit, il est le refuge du golfeur. C'est-à-dire, tu veux venir t'entraîner, tu n'as pas l'impression de t'entraîner, tu passes une journée de dingue. Donc, c'est vraiment chouette. On a maintenant un snacking pour pouvoir se restaurer, pas obligé de retourner au golf pour déjeuner. C'est vraiment chouette. Et encore une fois, on a des infrastructures incroyables. On en parlera tout à l'heure avec notamment nos amis de Callaway, avec qui on a un très gros partenariat. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un certain nombre de connexions entre vous et nous, parce que voilà, on partage beaucoup de choses. Bah surtout, on s'entoure des meilleurs, donc tu as raison d'être entouré de Callaway, faut le dire aussi au bout d'un moment. Et est-ce que, dans l'ordre des choses, est-ce que toute cette académie, elle est venue grâce à l'accueil justement d'un gros tournoi? Est-ce qu'elle est venue en amont? Est-ce que ça a été fait en même temps? C'est quoi un peu l'historique? Non. Le golf, le parcours, il existe depuis 1904. D'ailleurs, on fête nos 120 ans. C'est notre anniversaire. Enfin, c'est un anniversaire important. 120 ans, ça commence à parler. On le fêtera pas tous, d'ailleurs. Non. Donc, le golf a 120 ans. En revanche, l'académie est beaucoup plus récente. Elle a même pas une vingtaine d'années. Donc, l'académie, c'est beaucoup plus récent. Et encore une fois, avec ce côté très visionnaire d'un monsieur comme Franck Ribou, il a dit, avant le practice, c'était au golf, il a dit non, il nous faut un espace pour développer quelque chose de très haut de gamme, accessible à tous, et qui permettent de s'entraîner voilà. Et cette académie, je crois que moi j'ai pas assez voyagé dans le monde, mais elle est unique en Europe, c'est sûr. Et quand j'écoute nos clients, quand j'écoute des partenaires qui se déplacent, quand ils découvrent le lieu, c'est juste incroyable, vraiment. Et là, je prends pas le risque de vous vendre du rêve et d'être déçu quand vous viendrez. C'est vraiment un endroit incroyable. Et peut-être que dans le monde, c'est un des trucs les plus uniques. Donc, c'est vraiment une chance et un atout, un asset du golf. Donc, on a vraiment 2 lieux. Parce que là, dans les petites recherches, on disait que la première édition du tournoi, c'était en 92, qui à l'époque n'est pas un majeur. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Tu me disais à peu près 20 ans l'académie. 94, la première édition. 94 94. Et, majeur en 2013. Majeur en 2013. L'académie 20 ans, tu penses que ça va un peu dans l'ensemble et la vision qu'avait Franck de se dire, voilà, on veut accueillir un gros tournoi. Il nous faut un... Enfin, d'ailleurs, au tournoi, est-ce qu'il tape à l'académie oui, bien sûr. Pour le tournoi? Les joueuses, elles ont le Drive 300, qui est l'espace où les joueuses tapent. Et c'est le seul endroit dans l'année, le Drive 300, où on peut taper sur air. Parce que c'est normalement en face à ce qu'on appelle l'iron, la zone l'iron zone, donc la zone de fer, où normalement les amateurs vont taper sur air. Là, c'est les joueuses. Et puis, évidemment, quand on a quelques gros événements internationaux, les joueurs tapent sur herbe. Mais c'est tout. Le reste de l'année, vous tapez sur herbe à l'iron, pas au Drive 300. Donc, bien sûr, il fallait des infrastructures, exactement, merci, qui permettaient de pouvoir accueillir un gros tournoi ou prétendre à. Ouais, parce qu'avant, c'était un practice qui était à gauche du trou numéro 1. Ouais, exactement. T'en souviens? Qui maintenant, c'est là où il y a le village. Bah ouais, parce que moi, la seule fois là où je suis venu voir le tournoi, la seule fois là où j'étais venu pour plusieurs jours et compagnie, pas ensuite sur les venues que j'ai pu faire éclair les lundis et compagnie pendant le tournoi, mais là où j'étais entre 2 semaines de tournoi, j'étais venu pendant 2 ou 3 jours, je crois que c'est en 2004. Ouais. Et le practice était à gauche du 1, et en tant que... il faudrait peut-être que je les retrouve et que je te les rende, mais j'avais pris des balles. Parce que j'avais trouvé des balles au fond du practice quand tu vas au 2, justement. Il y avait le filet qui était là-bas, et j'avais trouvé même une Callaway 59 de Annika Sorenstam. Ah, énorme. Parce qu'elle tapait ses propres balles, elle tapait même pas les balles qui étaient mises à disposition, et elle tapait ses balles, et j'avais trouvé une Callaway 59. Ouais. Mais je sais pas où elle est, on a dû me la voler aussi, je pense. Mais moi, je vais vous dire, je parle d'Évian en plus avec beaucoup de transparence, parce que j'ai connu, ça va faire 8 ans que je suis à Évian, et j'ai connu plus d'années Évian en ne travaillant pas à Évian, en étant chez Lagardère, où j'étais invité chaque année comme partenaire du tournoi, et où j'ai vu la qualité de ce tournoi, la qualité des infrastructures, l'évolution, que depuis que je suis à Évian. Donc j'ai plus d'années avant d'arriver dans l'équipe que dans l'équipe. Donc très sincèrement, ça c'est le fruit du travail d'une équipe qui est très fidèle, qui est très loyale, qui est très fière. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as rien fait en fait. Tout était déjà là.
Non, c'est Écoute, au cas où elle nous écoute, je vais le dire, c'est Magali qui fait tout. Voilà, exactement. Au cas où elle nous écoute, comme ça, elle a un petit clin d'œil. Ouais, je vais vous dire, moi, le truc dont je suis le plus fier à Evian, c'est d'arriver à créer un esprit d'équipe. Très sincèrement. Le reste, c'est juste la conséquence de ce qu'on met en place, une stratégie des moyens. Mais le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir su créer effectivement un esprit d'équipe fort avec une équipe solide. Mais les gens étaient là. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là, à 99%. Donc en fait, c'est un travail qu'on doit aux équipes. Et encore une fois, c'est un grand travail. On est tous un maillon d'une grande chaîne et on essaie d'apporter chacun sa contribution. Voilà. Et tu veux dire que la plus grosse décision que tu as prise, c'était de sponsoriser Sébastien? Bravo. Bravo. Il n'a pas eu le choix. Alors si je suis tout à fait honnête, au départ, c'est pas ma décision. Quelles sont les plus grosses problématiques qu'on a aujourd'hui quand on est directeur de golf? Là, je parle d'un point de vue un tout petit peu plus général, ouais. Mais et bien évidemment, ensuite, encore un peu plus quand on est directeur d'un golf qui accueille un majeur. Alors, les problématiques qu'on a, elles sont évidemment nombreuses, mais je dirais qu'il y a d'abord le staff, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un staff qui est assez fidèle. Mais vous savez, on est une destination saisonnière. On en parlait, on est un peu fermé l'hiver. Le golf ferme pendant presque 3 mois. Et l'académie ne ferme maintenant que 1 mois et demi. On a des CDI, on a des gens à plein temps. Et puis, on a forcément des saisonniers. Et avoir les meilleurs saisonniers d'année en année, il faut les former, il faut les recruter. Et depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'est compliqué. Il y a des métiers un peu en tension. Et il est difficile, quand on est un resort haut de gamme comme le nôtre, de maintenir une qualité super haut de gamme. C'est notre challenge en ayant une qualité de service top niveau. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Après, comme tout directeur d'une business unit, finalement, il faut délivrer. Donc, il faut à la fois délivrer une qualité de service irréprochable, il faut avoir une qualité de parcours fabuleuse tout au long de l'année pour que l'expérience client soit la meilleure et que de l'arrivée sur le parking jusqu'au départ du client, il ait juste vécu une journée fabuleuse. Et ça, c'est plein de petits détails. On dit que le diable se cache dans les détails, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, il faut être un leader avec un esprit de challenger et se remettre en question en permanence, voir ce qu'on peut améliorer, etc. Et puis après, il faut rendre compte de ses résultats à la fin de l'année. Quel chiffre d'affaires et donc, il faut pouvoir justifier ses résultats. Donc, voilà. Après, il y a plein d'autres choses qui sont importante, on en parlera, l'environnement, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. Et le golf fait sa révolution et doit suivre le mouvement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Mais on a la chance d'avoir des moyens, on a la chance de faire partie d'une maison formidable et donc d'avoir la chance d'avoir des moyens. Ouais, après, c'est bien les utiliser. Après, il y a un travail du coup qui est fait au quotidien pour apporter une prestation de service aussi haut de gamme, que ça soit bien évidemment dans le côté hôtelier, mais aussi sur le parcours. Quel est le travail au quotidien qui est fait surtout sur le parcours pour pouvoir accueillir les personnes, les golfeurs, comme étant un parcours de majeur? Parce que certes, on voit le parcours dans des conditions qui sont fantastiques pendant le majeur, mais avant et après, il l'est tout autant. Donc, quel est le travail qui est mis en place pour obtenir un parcours aussi important? Il est bien évidemment financier, mais comme tu dis, le travail humain est primordial. Et juste en complément, parce que ça va être dans la même question, à quel moment vous commencez à faire une différence, vous commencez à préparer le parcours dans l'optique du tournoi? À combien de temps avant? Est-ce que vous fermez? Enfin voilà, tout ce que vous mettez en place avec les équipes pour accueillir le tournoi et le préparer. Vous allez avoir du mal à le croire, mais en fait, c'est vraiment d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que ce travail-là, c'est le fruit. Si on a un parcours de cette qualité-là, c'est que depuis 2012 à peu près, il y a un travail incroyable qui est fait et qu'il n'y a que le travail dans la durée qui paye. Donc, c'est 1 an avant qu'on commence déjà à travailler sur le parcours pour être prêt au top l'année d'après. Et bien entendu, pour pas faire une réponse de politicien, c'est des opérations mécaniques. C'est-à-dire qu'on fait tous les 15 jours une opération mécanique sur le parcours. C'est considérable. C'est à l'année 28 jardiniers. La moitié en CDI, la moitié qui viennent renforcer l'équipe au cours de la saison. C'est 28 jardiniers. Aujourd'hui, il y a peu de parcours qui sont capables
d'avoir la chance d'avoir autant de jardiniers. Donc ça, c'est formidable. Et on a un super greenkeeper. C'est un parc machine. C'est une évolution vers l'électrique. C'est des moyens quand tu sais combien on met de quantité de sable sur les départs, sur les fairways, sur les avant-greens, sur les greens. Donc c'est travailler ce parcours presque quotidiennement. Je veux dire, une opération mécanique tous les 15 jours. Et effectivement, tu as raison Antoine, c'est que les clients, ils viennent pour jouer un parcours de majeur. Donc forcément, il faut qu'on délivre un parcours. Alors il n'est pas à 100% comme au mois de juillet forcément, mais enfin s'il est à 90%, c'est une expérience exceptionnelle. Forcément, pendant le majeur, les dernières semaines, j'ai 60 personnes. Donc je ne peux pas faire avec 28 ce qu'on fait avec 60 personnes. Mais on s'en rapproche. Et on doit avoir une qualité incroyable. Et les gens, les golfeurs, quand ils viennent, en général, ils prennent une énorme claque, forcément. Alors après, on peut aimer le parcours, ça arrive aussi. Au niveau du scoring, en général, les gens prennent une très grosse claque. Alors, c'est dur. Parce que Evian, c'est presque plus notre niveau de jeu. Alors là, c'est toujours un peu comment est-ce qu'on voit le truc, mais j'allais dire plus le niveau de jeu diminue dans le sens, moins on est habile avec notre club, plus le parcours est dur. Alors qu'il y a des parcours là où il y a un espèce de ventre mou qui peut un peu s'en sortir. Alors que là, plus on est entre guillemets modeste en termes de niveau de jeu, plus on va se faire ratatiner à Evian. En même temps, tu as raison, mais en même temps, Seb, on joue sur des leviers, c'est-à-dire position de drapeau, on joue sur les positions des boules de départ, on joue sur la hauteur du rough. Forcément, j'ai un rough à 6-7 cm maximum le reste de l'année, parce que sinon, c'est très décourageant. Il faut trouver sa balle, il faut être capable d'en sortir. Sur le majeur, on est à 13 cm. Là, honnêtement, c'est très, très compliqué. Donc, tu mets du 13 cm, des vitesses de green. On est à 3,80. Quand tu vois à quel point les pentes sont terribles, ils sont immenses, ces greens. Tu fais ça à des amateurs, tu les tues. Donc, si tu es à 2,83, c'est déjà énorme. Donc, on essaie aussi de ne pas les décourager, sinon c'est dur. Après, c'est une expérience de parcours de majeur. Avec 13 cm, tu ne vas pas les décourager. Tu viens ici, je pense qu'il y a plein de gens, pour remettre dans le contexte quand même, il y a plein de gens qui seraient ravis d'aller faire 120 au Masters, enfin à Augusta. Enfin, tu vois, donc ce que je veux dire, c'est qu'on va jouer un parcours de majeur. Même quand tu joues pas... Evian, c'est le parcours parfait pour faire 120 et garder le sourire. Ouais, t'as raison. Après, on essaie quand même de faire en sorte que ce soit... Non, mais tu vois, c'est moins sexe que de faire 120 en plein milieu d'un parcours dans la Corrèze. Et on aime la Corrèze. Tu vois, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une expérience aussi de voir à quoi sont confrontés les joueurs de plus haut niveau et joueuses notamment. Je pense que voilà, il y a plein de gens qui jouent toute l'année au golf national. Alors, ils accueillent pas forcément ils accueillent pas un si gros tournoi, mais les gens, ils aiment bien, c'est le challenge. Les gens, ils viennent de l'étranger, c'est pour les challenges, ils viennent pour découvrir, et je pense que l'expérience, comme tu le dis, parce que je pense que c'est vraiment le mot, l'expérience à Evian, c'est quelque chose. Alors en plus, par son infrastructure, comme tu disais avec l'académie, par toute l'hôtellerie qui est aussi très haut de gamme, je pense que c'est une expérience complète qu'il n'y a pas dans d'autres endroits en France, et du coup c'est un moment extraordinaire, et il y a des gens qui viennent de loin pour faire un week-end. Oui, absolument, tu as raison. La seule chose, le seul petit bémol auquel on ne pense pas, c'est que oui, il faut que le parcours se défende, et il se défende bien, mais là je me heurte à une autre problématique, qui est celui qui veut jouer sa balle jusqu'au bout, quitte à jouer 14, et là, j'ai le problème de temps de jeu. Et là, ça peut être contre-productif. Ça, c'est dans tous les golfs de France. Ah oui, mais moi, on a des enquêtes qui nous permettent de connaître le niveau de satisfaction, parce qu'on le mesure à Evian. Et quand le client dit « j'ai mis 5 heures à jouer », c'est un vrai problème. Donc, il faut aussi mettre le curseur au bon endroit, parce que ça peut vite se retourner contre toi, parce que le mec devant n'a pas avancé. Et la hauteur de rough et la vitesse des greens, de toute façon, tu as tout dit. Et les positions de drapeau, c'est là-dessus où tu peux. Voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est des greens de championnat, ça rajoute une bonne demi-heure, 45 minutes de jeu, quoi qu'il se passe sur n'importe quel parcours. Que c'est un parcours difficile, etc. Nous, le temps de jeu, c'est 4,25, 4,30 à Evian. Tu peux pas raisonnablement jouer en moins de 4 heures. Ou alors, ils sont deux, il n'y a personne devant. Bon, ok. Ouais. Mais tu as raison. Mais pour revenir au tournoi, pourquoi un tournoi féminin ?
Qu'est-ce qui a donné envie à Franck de faire ce tournoi uniquement dédié aux femmes? Ça, je crois que c'est la vision de Antoine Riboud et de Franck Riboud qui ont créé ce tournoi et qui, je pense... Donc Antoine, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le papa de Franck. Qui a été le patron du groupe Danone avant Franck. Qui lui a succédé et je crois que... Est-ce que c'est une façon pour lui d'aider les femmes, peut-être parce que déjà les dotations au niveau femmes n'étaient pas très élevées par rapport aux hommes Je ne pourrais pas prétendre à répondre pour lui, mais je pense qu'effectivement, il y avait on tellement... On peut dire que Franck préfère les femmes, c'est tout simplement. Il y avait un écart tellement important entre les hommes et les femmes chez les professionnels qui se sont dit, on va aider les femmes. Ça a été une sacrée bonne idée. La marque Evian est effectivement un côté un peu glamour, assez féminin, etc. Je crois que tout ça avait beaucoup de sens. Et on avait des infrastructures hôtelières, comme tu le disais, Kevin, qui nous permettent d'accueillir ces femmes dans des conditions les meilleures. Donc, elles sont toutes logées dans le complexe? Non, pas toutes. Mais d'abord, les past champions sont invités au Royal. D'accord. Toutes celles qui ont gagné sont invitées. Donc, c'est une vraie marque de reconnaissance. Certaines logent au Royal, d'autres à l'Ermitage, d'autres à l'Avernia. Toutes prennent d'assaut le manoir, évidemment, parce que c'est très facile et c'est génial pour elles. Et puis certaines louent des appartements, font du Airbnb. En fait, on a des amateurs et puis on a la numéro 1 mondiale. Donc il y a évidemment des écarts de moyens. Et puis après, ça dépend quand elles viennent avec le staff. Elles viennent avec le staff, tu vas pas à l'hôtel. Tu préfères être dans ton cocon et dans une tous ensemble. Ouais. Ok. Et sur toi, ton rôle un peu plus spécifique à l'intérieur de ce tournoi, quel est le rôle, à quel moment de l'année tu en as un qui est peut-être plus important, quelles sont un peu tes missions là-dedans au sein du tournoi? Alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui est à Évian et qui donc gère les sites, et puis j'ai une équipe qui est à Paris avec une directrice du tournoi qui s'appelle Amélie Bourdin, qui est pareil, une fille formidable, qui est évidemment très compétente, très autonome, et avec qui je collabore. Mais sur le tournoi, c'est clairement elle qui pilote le tournoi à l'année, avec son équipe à Paris. Et je l'avais encore ce matin au téléphone, on collabore vraiment ensemble. Après, sur les missions de l'équipe d'Évian sur le tournoi, il y a la gestion des commissaires, des bénévoles, c'est plus de 300 personnes, c'est le merchandising, c'est évidemment le site de l'académie qui accueille les joueuses pour tout l'entraînement, pour les expériences VIP, puisque avec Callaway, nos amis, on développe tout un tas d'expériences VIP, puisque nos sponsors et nos invités bénéficient aussi d'une expérience assez incroyable pendant la semaine du tournoi. Donc il y a beaucoup d'expériences au golf et à l'académie. Et puis, moi, j'essaie d'orchestrer ou de coordonner modestement, sachant qu'il y a des gens très autonomes. Et on se réunit, les équipes de Paris, les équipes d'Évian, tous les 1 mois et demi, pour travailler sur le tournoi de l'année d'après. Donc, on fait une réunion de débrief 2 jours après le tournoi, même pas 24 heures après le tournoi à Évian, pour noter et bien penser à toutes les choses qu'il faut qu'on se souvienne pour la prochaine grosse réunion. Et la prochaine grosse réunion va démarrer là en septembre-octobre. Et tous les 1 mois et demi, on va se réunir et travailler en atelier pour travailler spécifiquement. Et chacun est dans un atelier pour travailler sur ce qui le concerne particulièrement. J'avais aussi une question par rapport à la dotation, parce que c'est une grosse dotation. Qui s'occupe de trouver les sponsors chaque année? Est-ce que Amundi met suffisamment? Je ne veux pas forcément savoir les chiffres, mais comment ça se coordonne? Qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée? C'est vous? Est-ce que le LET ou le LPGA aide? Comment c'est un peu orchestré? Alors, je dirais que déjà, le plus gros commercial et le meilleur vendeur, c'est Franck Riboud. J'étais sûr. Là, je pense qu'on ne lui arrive pas la cheville. Évidemment, le vice-président, c'est Jacques Binger, qui effectivement épaule et travaille en binôme avec Franck. Et puis après, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'Amélie et son équipe a aussi un rôle de développement commercial. Et ça, c'est des sponsors. Et là, je peux parler par exemple d'une expérience récente, puisque
Cette année, on a eu la chance d'accueillir Porsche comme partenaire, ce qui est quand même pas rien. Très belle marque et qui a vécu sa première année en tant que partenaire. Donc ça, c'est quelque chose de très valorisant pour nous. Et ça, c'est l'équipe d'Amélie qui est allée la chercher, cette belle marque. Donc ça nous tire vers le haut. Notre club des sponsors, il nous permet justement de pousser le curseur de plus en plus haut, d'être meilleur, d'améliorer chaque année un certain nombre de choses, que ce soit pour les joueurs, pour les clients, pour les VIP, pour nos sponsors. Et puis, j'allais dire, on a tous un rôle à jouer dans nos relations, dans le carnet d'adresses qui est le nôtre, pour développer encore ce tournoi, parce que parfois c'est un sponsor, mais parfois c'est simplement une expérience, c'est la vente d'hospitalité. Il y a beaucoup de façons de ramener de l'argent sur ce tournoi. Ouais. Voilà. Et après, on en parlera, mais... Et d'améliorer la vie de tout le monde, que ce soit pour évidemment, les joueurs, le public, c'est la visibilité télé. Donc, je dirais que c'est d'abord nous qui sommes notre propre promoteur. Et on a la chance d'avoir la main là-dessus. Mais du coup, la décision, elle se prend tout en haut, c'est Franck Ribot. C'est lui qui pilote. Et après, on a tous un rôle à jouer pour faire améliorer, progresser, prendre des décisions. Mais on ne confie pas les clés du camion à quelqu'un. Nous sommes notre propre promoteur. Okay. Donc c'est une chance, on a cette autonomie et cette liberté d'action. Bah, du coup, voilà, le parcours, le resort est en constante évolution. Est-ce qu'il y a des prochaines évolutions qui vont apparaître? Comme je sais, sur le parcours, juste après, vous avez, je crois, déjà recréé ou modifié un étang au niveau du par 3. Je ne sais plus quel trou numéro c'était. On a modifié nos réserves d'eau, absolument. On est parti sur de l'existant qu'on a agrandi pour avoir une plus grande autonomie. Parce qu'on sait très bien qu'à Évian, il peut y avoir beaucoup d'orages toute saison. Mais on peut aussi, certaines années, avoir des grandes périodes de sécheresse. Et on ne peut pas être dépendant d'un arrêté préfectoral et de ne pas pouvoir arroser le parcours raisonnablement sur les zones les plus stratégiques et de mettre en danger tout un écosystème. Est-ce qu'il y a de nouvelles évolutions qui vont apparaître? Parce que j'ai envie de dire, ça c'est une évolution qui permet, que ce soit le côté écologie comme on en parlait juste là, mais est-ce que le parcours va connaître de nouvelles modifications dans les prochaines années, ou pour l'instant il n'y a pas de discussion ouverte à ce niveau-là? Il y en a eu beaucoup d'abord. Ouais. Donc là, il n'y a pas de grands projets à venir. On en a fait beaucoup. D'abord, le parcours a été très grandement redessiné en 2013 pour répondre à un cahier des charges quand il est passé majeur. Et ensuite, on fait évoluer régulièrement le parcours. Donc, le plus gros changement, il a été fait effectivement sur le par 5, le par 3, qui est le trou numéro 5. On a agrandi, on a doublé notre capacité. Donc, c'est énorme. On est passé d'une capacité à 11 000 m3. Donc, on a un plan d'eau absolument incroyable. Donc, visuellement, ça change beaucoup. Sportivement, ça ne change pas beaucoup. En revanche, là où ça change, c'est sur le 18. On avait un petit étang. Aujourd'hui, on a agrandi cette zone. Et là, le plan d'eau est en jeu, stratégiquement. Et donc, ça rend le truc encore plus intéressant. Et évidemment, on ne fait pas ça dans notre coin. On fait ça avec des architectes anglais, European Golf Design, qui se sont occupés en 2013 de la transformation du parcours. Donc, on est assez fidèles et on travaille avec les meilleurs. C'est ce qu'on souhaite. On peut quand même pas oublier et pas citer la victoire de Céline quand même Boutier l'année dernière quand on parle de The Amundi Championship. Quelles ont été, alors déjà l'expérience de vivre une victoire française, c'est presque un projet qui s'est concrétisé quand je pense à Franck qui a mis ça en place et qui voit une Française gagner ce tournoi qu'il a créé. Et quelles ont été les conséquences de ça? Ça a changé pour vous en tout cas? Qu'est-ce que tu as ressenti depuis ça? Ouais, déjà, on est hyper fiers d'avoir été là, d'avoir assisté, d'avoir vécu de l'intérieur une expérience pareille. C'est fabuleux. C'était hyper émouvant. J'ai vu des gens pleurer, des gens de l'équipe qui étaient hyper émus parce que c'était sublime de vivre un moment de sport pareil. Ensuite, d'abord, des choses très simples. Pour la première fois, le golf féminin a fait la une de l'équipe. C'est pas rien. Enfin, c'est fantastique, quoi. C'est une visibilité formidable. On est retransmis dans plus de 160 territoires dans le monde. Donc on parlait tout à l'heure des gens qui voulaient vivre une expérience, vivre un parcours de majeur. Ben, ça nous donne une visibilité absolument incroyable.
Et, truc dingue, pour nous les exploitants du site, du lieu, en fait il y avait des gens, pour la première fois ils nous ont appelés en disant « Je descends en vacances, je suis sur la route, s'il y a de la place, je fais un crochet pour venir jouer le parcours. » Incroyable. Ouais. Et ça, t'as senti un engouement. Ouais, je ne vais pas te demander les chiffres, mais est-ce que il y a eu une évolution entre guillemets du nombre de green fees entre un avant et un après? Ouais, on a eu une deuxième partie de saison incroyable. L'année dernière, on a eu un espèce d'élan, et puis les gens parlaient de ça. C'est-à-dire, ça parlait golf, ça parlait de la victoire française, et même des gens qui viennent assister à cet événement parce que c'est un vrai spectacle vivant. Il y a des gens qui étaient en vacances, ils n'étaient pas golfeurs. Simplement une Française en tête. Elle est en tête depuis le vendredi soir. Mais le week-end, on a une visibilité et un nombre de spectateurs qui a progressé de manière incroyable. Et puis tout le monde sait ce que c'est un majeur. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est que tu joues pas au golf, tu sais que c'est un majeur, tu sais que tu es dans les 4 plus gros tournois du monde dans la discipline. Donc j'imagine que les gens en vacances, même qui jouent pas, peuvent se laisser entraîner à y aller. Ouais. Oui, parce que c'est un événement qui fait vivre la région, qui met, j'allais dire, la France en valeur et qui met la France comme un des points du golf dans le monde. Et ça, c'est super. Et puis, j'allais dire que les gens viennent assister en famille, c'est très bon enfant, à un vrai spectacle. Et les gens savent que c'est, moi je le dis souvent, c'est une sorte de Roland Garros du golf féminin. C'est un majeur. Alors les gens connaissent Roland Garros. Le golf, on est en train de faire notre révolution, on est en train d'évoluer comme le tennis a évolué dans les années 80. On espère arriver à plus de licenciés, à plus de pratiquants. On a tous le même but. Ce sport est fabuleux. Il est seulement parfois méconnu. Parfois, il y a des a priori. On prêche la bonne parole. Et en fait, il y a tellement de belles choses pour la santé. C'est un sport fantastique. Et souvent, vous savez très bien, c'est pas à vous que je vais dire ça, tous les trois, quand on commence, on fait souvent des adeptes et des fans. Des bogeys, pas beaucoup. Mais moi, je fais mini parenthèse, juste vu que tu as le t-shirt 1981, tu parles de Roland Garros. En plus, tu étais sur le cours. 83, Sam. 83, pardon. Tu étais sur le cours central de Yannick Noah, en train de ramasser les balles, le petit Mathieu. Moi, on a parlé, je voudrais rebondir sur... tu as parlé donc là, on a parlé des retombées qu'il y a sur le tournoi. Mais est-ce qu'il y a des retombées un petit peu plus... un petit peu moins palpables, on va dire, là, que le grand public ne connaît pas, vers lequel vous allez rediriger du coup la dynamique du tournoi. Alors il y a par exemple d'avoir accueilli des tournois internationaux comme la Palmer Cup, il y a eu bien évidemment la Haribo Kids Cup pendant des années à l'initiative de Sandrine, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre chose que vous en profitez, on va dire, justement pour faire grâce à la notoriété d'Evian et dans la volonté de développer le golf. En fait, vous êtes au service du développement du jeu. Ouais, tu as tout à fait raison. Je pense que Franck et le resort, à travers son patron qui est François Dussard, on est un peu ils sont un peu des mécènes du golf, parce qu'on est là pour le promouvoir, parce qu'on est là pour l'aider à se développer. Et en fait, je vais essayer de faire court et de ne pas être trop chiant, mais le tournoi, qu'est-ce qui nous permet? Ce tournoi incroyable, dont on est très fiers, il nous permet 3 choses. Il nous permet de mettre le golf féminin en avant et de permettre aux femmes de mieux gagner leur vie. C'est 8 millions de dollars le prize money. Depuis peu de temps, même les joueuses qui ne passent pas le cut repartent avec un billet qui leur permet au moins de rentrer dans leurs frais. Ce qu'elle cache chez les hommes. Exactement. Mais aujourd'hui, j'allais dire que par rapport à 94, l'écart, il se réduit. Il y a encore beaucoup d'écart, évidemment. Mais ça se réduit, et tant mieux. Et on est dans cette dynamique-là. Il y a des majeurs où le prize money est le même que pour les hommes. Alors après, il y a une question d'économie. En France, c'est compliqué. Mais en tout cas... Après, vu qu'on est entre nous, on peut aussi dire quand même 8 millions, c'est à peine plus que mon contrat. C'est ça. Donc c'est pas. On prend une fourchette un peu large pour pas dévoiler des secrets. Et c'était soit ils mettaient 16 millions pour le budget, soit ils avaient Seb dans l'équipe. Alors bon. Donc du coup. C'est un vrai choix. Voilà. Donc la première chose c'est ça. Ensuite c'est, j'allais dire, l'environnement. Le deuxième pilier c'est l'environnement.
On se doit d'évoluer avec notre sport, on se doit de faire évoluer les mentalités. Donc, c'est le travail du terrain, c'est des opérations mécaniques tous les 15 jours parce que c'est le seul moyen de le rendre meilleur, de faire en sorte qu'il ait besoin de moins d'eau, de changer le type d'herbe pour avoir des herbes moins gourmandes en eau, qui résistent mieux aux maladies. C'est d'avoir un parc machine important pour aller vers de l'électrique. C'est des stations météo ultra performantes pour évidemment ne pas déclencher les arroseurs quand on sait qu'il va pleuvoir la nuit. C'est nos systèmes qui nous permettent de permettre à l'eau d'arriver sur le parcours. En fait, le premier truc à faire, on dit qu'il faut consommer moins d'eau. Mais le premier truc, c'est d'aller voir sous terre. Est-ce que tes tuyaux qui ont 30 ans ou 40 ans, ils te font pas perdre 15% d'eau tous les jours? Bon, ben nous, on a changé tout le système. Aujourd'hui, on a un système, on est tranquille pour 40 ans ou 50 ans. Donc déjà, on perd plus d'eau. Ça, c'est important. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Mais on travaille sur tous ces aspects-là. Et ensuite, pouvoir avoir ses réserves pour être autonome, etc. Mais il faut beaucoup de raisons pour arroser quand il y a des périodes compliquées, uniquement les zones qui sont importantes. Et de ne pas balancer ouvertement comme ça pouvait être fait. Le golf, ça fait des années que l'ensemble du golf en France travaille sur la réduction de consommation d'eau. On n'ouvre plus les robinets comme ça. On travaille parfois même à la main. On travaille sur des zones spécifiques. Ils sont allés jusqu'à faire pleuvoir tout l'été à Paris pour qu'il n'y ait plus de problème avec l'eau. Là, ils sont très forts. Nous, on travaille, on a des sondes qui nous permettent dans les greens pour connaître le taux d'humidité. On sait qu'à Évian, nos greens doivent être à peu près à 18%. Après, c'est propre à chaque région, chaque golf, etc. Bon, ben nous, on surveille. Si tu es à 3-4%, tu peux perdre tes greens. Si tu es à 30-40%, tu as tellement d'humidité que tu vas développer des champignons. Bon, ben nous, on contrôle cette humidité. Donc, c'est un travail vraiment un peu de dentelière. Et puis, le troisième pilier, c'est la redistribution. Et la redistribution, donc on a parlé de permettre aux femmes de mieux gagner leur vie en organisant un certain nombre de tournois. Et puis, on n'a pas parlé du Jabra Ladies Open, qui est le tournoi européen de qualification, puisque la gagnante gagne sa place pour le majeur. Ça a été Morgane Métro cette année. Et puis, donc l'environnement et la redistribution. La redistribution, c'est aider des académies qui essaient de permettre à des jeunes de, à la fois, continuer à développer leur golf sans négliger leurs études. Voilà, donc on en est 2 académies. Une près de Lyon, chez Renaud Gris, et une autre au Pays Basque, chez PJ Cassagne. Voilà. Et on a d'ailleurs, nous, des projets à Évian, on en parlera. Dans la redistribution, c'est tous les événements que nous, on est amenés à organiser. Sébastien t'en parlait. C'est la Kids Cup, qui est la plus grande compétition anciennement Haribo Kids Cup des 8-12 ans en Europe. C'est leur permettre de jouer sur un parcours exceptionnel. C'est une chance formidable pour eux. Donc il y a des qualifications, et puis ils gagnent leur place pour venir jouer la finale à Évian. C'est la Juniors Cup. La Juniors Cup, c'est une compétition des moins de 14 ans, mais c'est une compétition internationale par équipe. On a 17, 18, 19 nations, des Japonais aux Américains, en passant par des pays européens, des Mexicains, des Chinois, qui viennent jouer cette compétition. Et en 2007 de mémoire, Justin Thomas et Jordan Spieth sont venus jouer pour les États-Unis cette compétition. Donc ça, c'est une grande compétition. 2 garçons, 2 filles. Ils prennent les 3 meilleurs scores. Il y a la nation qui gagne, et puis il y a le garçon et la fille. Donc il y a 3 gagnants. Et c'est une fabuleuse compétition. Voilà, donc on a accueilli, tu as raison, la Juniors Cup. Et puis, il y a cette team, la team Évian Resort Golf Club, dont l'ambassadeur et le numéro 1, c'est Seb. Et chaque année... Ça, c'était pour pas dire le vieux. et chaque année, cette équipe, elle évolue, mais c'était très important pour Franck et pour nous d'aider, justement, de transmettre, de redistribuer à des jeunes à leur passage amateur-pro. Donc dans l'équipe cette année, je crois qu'on n'a jamais eu une équipe aussi forte. On a des jeunes comme Tom Vaillant, on a des jeunes comme Martin Couvrat, on a des filles également, bien entendu. Seb, tu vas pouvoir m'aider, mais on a aussi... On a Pauline Roussin depuis peu. On a Pauline Roussin-Bouchard, absolument.
qui récemment d'ailleurs a failli gagner l'Open d'Irlande. Ouais, elle perd en on a Agathe Lenné qui joue sur le LPGA. Et du Racing. Ouais. Qui elle vient du Racing, ouais, qui joue sur le LPGA. On a Oyan. On a Anastasia Nadeau. Ah bah j'étais toujours sur les filles. Pardon. On a Anastasia aussi Anastasia Nadeau, Nadeau qui joue le LED. Absolument. Qui fait une super saison sur le LED d'ailleurs, qui vient d'Aix-les-Bains. Ouais. Ouais. Donc en fait, on a des garçons et des filles, et d'une année sur l'autre, il peut y avoir un équilibre un peu différent. L'idée n'est pas du tout d'être dans cette espèce de parité. On se veut absolument 50% de filles, 50% de garçons. Non, on a besoin d'abord de gens qui partagent nos valeurs, des gens avec qui on pense qu'on essaie de prendre les meilleurs. Voilà. Et puis, ça peut évoluer. Donc, et ça, on en est très fiers. Et on les aide évidemment financièrement parce que ce passage amateur-pro, il n'est pas simple. Donc, on leur garantit 2 ans avec une aide réelle. Alors, elle est financière et puis on leur permet de venir s'entraîner presque autant de fois qu'ils le souhaitent à Évian dans des infrastructures fabuleuses. Et on leur offre une dizaine de nuitées chez nous. Et voilà, on essaie modestement de les aider. Puis ce nombre, il évolue. Cette année, on en a 12. 12 jeunes, dont Sébastien. Voilà. Ouais, donc c'est génial. Et alors, on peut encore redescendre aussi au niveau de l'échelle, parce que là, tu parles d'aider des jeunes. Mais notre 3e point, donc voilà, après avoir parlé beaucoup du tournoi, maintenant on suit beaucoup aussi de la redistribution et les différents piliers qui découlent pour faire un jeu de mots avec Évian, bien sûr, avec Claude Évian. Mais et ensuite, ça continue encore à dégouliner, entre guillemets, pour aller encore plus à la base, même si, comme tu disais, qu'il y avait 2 académies pour associer golf et études à Mionnais et dans le Pays Basque. Mais là, il y a aussi un tout nouveau projet qui va voir le jour cette année, le programme Performance. Absolument, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, donc du coup, ça sera pile poil au moment de la sortie de l'épisode, plus ou moins. Donc là où on te laisse nous en parler avec grand plaisir. Ouais, le dernier truc que j'ai oublié, et je réponds tout de suite à ta question, c'est que dans la redistribution, il y a aussi un truc important. C'est qu'on aide une dizaine, une quinzaine de jeunes qui veulent aller faire leurs études après le bac aux États-Unis. Certains passent pro, certains ont besoin d'études. Là-bas, ouais. Et ouais, on n'en a pas parlé, t'as raison. C'est qu'en fait, on leur permet d'aller jouer le dernier tournoi de la saison sur les GGA aux US, à Las Vegas, d'être repérés par des coachs, et ceux qui ont été sélectionnés parce que motivés, qui ont envie d'aller faire leurs études, et là on ne parle pas que de ranking, de résultats, c'est vraiment une réflexion globale. On sélectionne avec la Fédé et on prend en charge le sponsoring, d'être partenaire de cette finale à Las Vegas, mais aussi tous les frais inhérents à ce déplacement, et c'est assez lourd. Et ça, on permet à des jeunes... Il vous reste une place pour Las Vegas ou pas pour l'année prochaine? Et ça, honnêtement... Non, casino, non, il n'y a pas de formation au casino. Non, ça sert à rien. Et ça, honnêtement, c'est une expérience formidable. Et on se rend compte que 80% des jeunes vont derrière faire leurs études aux États-Unis. Alors, ils deviendront pro ou pas, mais c'est quand même un truc formidable de permettre à ces jeunes d'aller jouer un tournoi, d'aller se confronter aux meilleurs et peut-être d'avoir une bourse pour aller faire leurs études. Super études, expérience incroyable golfiquement, c'est une richesse formidable, c'est une chance. Donc ils ont évidemment des étoiles dans les yeux. Et donc ça c'était le dernier point sur la redistribution. Et le programme Performance, il découle un peu de ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on aide des académies, mais on devrait peut-être s'aider aussi nous. Et donc sur l'idée d'un de nos pros qui s'appelle Paul Arnoux, et avec aussi... ton aide, c'est parce qu'il a fallu faire connaître un peu ce programme. On a travaillé avec Paul sur... Alors, on a une académie, on a des infrastructures. On voulait permettre à des jeunes de continuer leurs études parce que c'est absolument essentiel. Vous en savez quelque chose. Et en même temps, leur permettre d'aller vers un niveau d'exigence, d'amélioration de leur jeu tout en travaillant sur tout un tas d'aspects. C'est le physique, c'est le mental, c'est la stratégie, c'est le putting. Et voilà. Et donc, on a essayé de s'entourer des meilleurs. Presque. Alors, on a comme ambassadeur Sébastien, qui est le parrain de ce programme. Et je te remercie, Seb. Et évidemment, on va le dire, Antoine, qui va être le spécialiste du putting, qui va venir tout au long de la saison aider ces jeunes sur ce programme Performance. Et puis quelqu'un qui n'est pas très loin de vous, comme
Stanislas Katurla qui va venir épaule-épaule sur la partie technique. Et donc là, le yoga, tout en leur permettant d'essayer de gagner sur tout un tas d'aspects, de tirer un groupe vers le haut. Et on est assez heureux parce qu'on va avoir 15 jeunes. 15 jeunes, et quelle est la fourchette d'âge? La fourchette d'âge, c'est de la 6e à la terminale. Et ensuite, les index, c'est du niveau national, des meilleurs nationaux. On a même un très très bon joueur suisse, jusqu'au, peut-être que le moins bon, c'est peut-être 20 ou 22 d'index. Donc en fait, on a vraiment 2 groupes. Et c'est génial. C'est fabuleux. Ouais, c'est génial. C'est fabuleux. Et donc on est vachement heureux. Alors on y va modestement, on se lance, et en même temps on est convaincu qu'on a tout pour proposer un truc formidable. Donc on y va avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de modestie en même temps. Et c'est un nouveau projet qui est très excitant finalement. Donc c'est chouette. Non, c'est super ce que vous faites de toute façon à tous les étages pour aider le golf. Alors évidemment, ça part de moyens que vous avez, mais tout le monde ne les redistribue pas de cette façon-là. Donc c'est tout à votre honneur de le faire, de rendre au golf ce que le golf vous apporte. Voilà, et vous avez la chance, pas la chance, mais vous avez monté un super tournoi. Et maintenant, c'est vrai que vous aidez à toutes les générations, mixtes, plus jeunes, plus âgés, pour pas citer Seb. Donc, Et d'ailleurs, le programme performance. Plus vieux que moi, fais gaffe. Le programme performance, il n'a pas été. Je suis le plus jeune des 4. Là, c'est vrai. C'est vrai, c'est moi le plus vieux. Mais le programme performance, il porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la technique. On veut être dans la performance. On veut être dans la recherche de performance. Et il y a plein de moyens d'y arriver. Et je m'arrête là parce que c'est pas mon domaine, mais c'est vraiment ça. C'est comment on peut essayer d'être davantage dans la performance. Et en tirant tout un groupe, en s'inspirant, en ayant le retour des meilleurs, quoi. Déjà vous avez les infrastructures, ce qui est quand même pratiquement le plus important au début. Après, évidemment, comme tu disais, il faut s'entourer aussi. L'équipe pédagogique, elle est hyper importante. Mais une très bonne école. Des experts dans leur domaine. Avoir des experts qui peuvent pas forcément travailler dans des bonnes conditions, ou en tout cas enseigner dans les bonnes conditions, alors, je tends à croire que quand tu es un expert, tu arrives à t'adapter à tout environnement pour pouvoir transmettre, mais c'est quand même vachement simplifié et ça permet aussi aux joueurs de performer plus facilement, de se préparer aussi d'une meilleure façon pour aller affronter après les circuits pro ou amateurs de haut niveau, d'avoir ces infrastructures. C'est pas pareil. Nous, on l'a vécu par exemple avec Seb quand on était à la Grande Motte, qui était à l'époque le Pôle France. Malheureusement, on avait des infrastructures qui n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions. Et, qui n'étaient pas suffisantes. C'était super pour l'époque. Et voilà, on remercie la Fédé d'avoir mis ça en place. Mais c'est vrai qu'après, quand ils ont pu passer sur d'autres sites, ça a permis de rentrer dans peut-être une autre dimension. Et nous, c'est vrai que on devait se débrouiller. Tout était un peu compliqué pour trouver des bonnes conditions d'entraînement. On allait taper à l'autre bout du practice, on ramassait nos balles. Enfin, c'était pas optimal. Et je pense que il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps, d'avoir les infrastructures et tout autour de toi, qui est optimal. Voilà, maintenant, avec des experts derrière, ça va. Mais c'est vrai, tu sais, la meilleure illustration de ça, c'est qu'il y a des clubs, il y a des jeunes, des académies qui viennent s'entraîner à Évian, parce qu'ils viennent rechercher cette qualité-là que malheureusement, ils n'ont pas toujours. Sur du putting, sur toute la zone de wedging, le petit jeu. Ils viennent à Évian parce qu'ils savent qu'il y a une zone fabuleuse, que ce soit au golf, à l'académie. Et ça, à un moment donné, s'ils veulent aussi permettre à leurs jeunes d'avoir les meilleures infrastructures pour progresser, il faut trouver des endroits. Et Évian en fait partie. Mathieu, déjà on te remercie pour absolument toutes ces informations et ces réponses que tu as pu nous donner. On va inverser les rôles pendant une ou deux questions. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça fait un moment qu'on en parle, en tout cas avec Kevin et Antoine, et tu vas être le premier à expérimenter ça. Vu que je sais que tu nous écoutes, tu sais un petit peu qu'on essaye d'être quand même assez proche des personnes qui nous écoutent, pouvoir aussi en fait répondre à leurs questions. Donc oui, tu es directeur de l'Évian Resort Golf Club, mais tu es un golfeur, parce qu'on n'en a quand même pas encore parlé une seule fois du fait que tu étais golfeur. Toi, tu vas me dire par humilité que tu ne te définis pas comme golfeur. Si, un golfeur, c'est un mec qui a envie de faire 18 trous. Ouais, non, mais je suis un passionné, t'as raison. Et je suis un golfeur lambda. Je te coupais l'herbe sous le pied pour t'embêter, mais
Donc là, tu as les 3 tontons golfeurs avec toi. Et si tu avais 1 ou 2 questions à leur poser, de manière peut-être globale ou de manière précise de comment t'aider dans le golf, dans ton golf, et ben quelles seraient cette ou ces questions? Alors, nous, on va tâcher d'y répondre, bien évidemment. Moi, j'ai fait plusieurs parties avec toi, Seb. J'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que jouer avec un professionnel, un mec qui joue sur le tour, c'est quand même une expérience assez incroyable. J'ai pris des cours avec Antoine sur le putting, même si je dois travailler davantage cet aspect-là. Mais je veux dire, j'ai déjà eu une expérience avec toi. Et j'ai fait un programme avec Kevin. Donc en fait, c'est marrant parce que j'ai déjà fait des choses avec vous 3. Bah, si j'avais des questions, la première, ce serait peut-être de dire qu'est-ce qui, d'après vous, me permettrait le plus facilement de baisser mon index? Et pourtant, j'ai déjà peut-être des réponses, mais je ne veux pas répondre à votre place parce que je vous écoute régulièrement. C'est que j'aimerais avoir plus de temps pour m'entraîner. Donc, me dites pas, va davantage aux practices. Je le sais déjà. Mais j'ai un rêve de descendre à un chiffre. Même à 9, ça ferait de moi le mec le plus heureux. Même si une fois à 9, je voudrais être à 7, etc. Mais moi qui suis à 12,8, mon meilleur index a été 10,5. Je rêve de toucher du doigt le single handicap, évidemment. Et je sais qu'un jour j'y arriverai parce que je m'en donnerai les moyens. Mais qu'est-ce qui me permettrait le plus rapidement? Est-ce que c'est la stratégie sur le parcours ou est-ce que c'est un aspect vraiment de mon jeu? Sachant que je continue à prendre des cours avec un des pros à Evian. Donc je veux dire, je veux pas que ça tombe du ciel. Et je fais pas mal de parties, mais pas assez d'entraînement. Et la deuxième chose... La deuxième question... Attends, vas-y. Si tu veux, je réponds tout de suite un truc hyper rapide sur cette question-là et après je laisserai peut-être Kevin ou Antoine développer. Moi, je trouve souvent que un joueur moyen sur le PGA Tour, je crois, fait 4,2 birdies par partie. Un joueur de 12,8, ça va être un petit peu au doigt mouillé par rapport à la stat que j'ai en tête. Mais j'ai tendance à penser qu'un joueur aux alentours de 10 d'handicap doit être à peu près celui qui fait en moyenne un birdie par partie. J'adorerais. Donc grosso modo, ça veut dire que tu es à 3 birdies seulement de faire la même chose que les meilleurs du monde. Et pourtant, en termes de moyenne de score, il doit y avoir 25 coups. Donc ça veut forcément dire que c'est pas sur ton meilleur que tu dois progresser, c'est sur ton moins bon. D'accord. Donc ça va être comment, stratégiquement ou mentalement, transformer un 7 en 6 ou transformer un 6 en 5. Mmh. Donc, moi, j'aime bien le dire vulgairement, donc je suis désolé, ça va être avec un mot vulgaire, mais jamais 2 conneries à la fois. Et surtout quand je suis, du coup, à une distance là où prendre le green, en fait, c'est bien, et prendre le green, c'est bien. Et ensuite, sur les greens, c'est comment est-ce que je peux en faire que 2, c'est pas comment je peux le mettre. Et en fait, rien qu'avec ça, t'enlèves 30% de l'index de tout le monde. Rien qu'avec des petits trucs comme ça, selon moi, vu que tu as dit que c'était selon nous, là c'est selon moi, juste avec ces 3 petites consignes, tu passes de 12,8 à 9 comme ça, c'est en claquant des doigts. C'est pas par un manque de bons coups, c'est parce que les mauvais coups sont pas assez bien anticipés et que la réaction n'est pas bonne après ces mauvais coups. Il y a trop de bêtises qui s'enchaînent, en général. Ça, c'était ma réponse à ça. Si je devais répondre à ta question... moi, je pense, dans un premier temps, ça va pas forcément sur la technique, enfin indirectement, c'est de savoir pourquoi tu fais ces mauvais coups et d'où ils viennent. Est-ce que ça vient d'une erreur de club, donc d'une erreur de stratégie? Est-ce que ça vient d'une erreur de mécanique? C'est la phase de club, c'est le chemin de club, c'est le contact. En fait, c'est te connaître et analyser pour pouvoir diagnostiquer pourquoi tu as fait ce mauvais coup. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de savoir exactement pourquoi tu as fait ce mauvais coup, tu es capable du coup de limiter cette erreur. Donc pour moi, c'est avant tout le fait de te connaître. Ça te demande effectivement de l'entraînement avant tout, ça c'est certain. Mais si tu te connais, tu vas limiter tes mauvais coups, ça c'est certain. Tu vas limiter tes coups moyens et tu vas forcément faire plus de bons coups et avoir de meilleurs résultats. Donc c'est juste au bout d'un moment, tu vois, être au practice, viser par exemple quelques cibles et au bout d'un moment, faire des coups. Et si tu as loupé le coup,
Pourquoi tu l'as loupé? Alors certes, au départ, tu vas avoir besoin de ton coach qui va être là pour t'aider, mais au fur et à mesure d'être dans cette démarche, ça va être vraiment bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, tu vois, de faire des bons coups. Voilà, ils veulent taper des bons coups, mais ils ne savent pas pourquoi ils tapent des mauvais coups et d'où vient la provenance. Donc moi, je pense que c'est vraiment te connaître à ce niveau-là, travailler en fait au final la bonne perception de tes mauvais coups pour permettre d'en faire moins et donc surtout de faire plus de bons coups. C'est dur, Antoine, hein. C'est dur parce que ce que je veux dire, c'est que parfois, tu es convaincu d'un truc. Parfois, je suis avec mon pro et je lui dis, mais là, j'ai fait, par exemple, intérieur-extérieur, là. Regarde, ma balle, elle est bien partie, j'ai fait un bel effet, j'ai fait un peu de droit et tout. Mais non, non. Mais c'est souvent la différence qu'il y a entre la perception et la réalité. Ouais, c'est un truc de dingue. Et on est tous comme ça parce que je peux en parler par rapport à nous tous, c'est-à-dire on se filmait beaucoup avant et quand on avait l'impression que le club à un certain endroit dans l'espace il était là, mais en fait il l'était pas du tout. Pas du tout là. C'est vraiment. Et il me dit mais non, c'est ta phase de club qui était fermée. Mais en fait tu m'as fait un extérieur-intérieur. Mais non, bah si. Exactement. Et en fait c'est hyper dur de s'analyser, de s'auto-analyser. C'est un sport fabuleux, mais incroyablement difficile. Voilà, donc moi, ce serait vraiment mon conseil à ce niveau-là. Okay. Ça serait que tu comprennes mieux tes mauvais coups pour vraiment commencer à en faire des meilleurs et diminuer ces mauvais coups par la suite. Maintenant, j'aimerais bien avoir l'avis de Kevin parce que j'ai fait un programme avec lui, c'était l'année dernière. Ouais. J'ai joué comme une saucisse. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Non, moi, ce que je pense, c'est, tu disais, une première chose, c'est que tu as peu le temps pour t'entraîner. Je pense que ce peu d'entraînement, il faudrait qu'il soit peut-être mieux structuré. Et encore une fois, je ne sais pas comment tu t'entraînes, mais peut-être, vu que tu n'es vraiment pas loin de jouer un chiffre, tu es à 12-8, tu es à la porte de pas grand-chose. C'est beaucoup, à la fois mais pas beaucoup et beaucoup. Beaucoup. Moi, je mettrais plus le peu d'entraînement que tu as, plutôt en t'entraînant plus dans la performance, en te mettant vraiment déjà en condition de parcours pour justement être meilleur sur le parcours et plus forcément être dans trop de changements techniques, trop d'améliorations techniques. Quand tu es 12-8, tu es capable de jouer 8 ou 9 techniquement avec les coups que tu tapes. Ouais, sauf que ça m'arrive une fois tous les 3 ans et je vais jouer, une fois ou deux à un chiffre et puis je vais jouer entre eux au mieux mon index et je peux jouer, mais la misère, je peux jouer, mais 30 000, je peux jouer 25. Et là, ça fait mal. Et je pense que tu vois, effectivement, en t'entraînant de cette façon-là, tu vas en fait te travailler ce côté un peu mental, parce que si tu joues 15 coups de plus, c'est qu'il y a aussi une partie peut-être mentale, peut-être un peu de fatigue aussi avec les semaines que tu as. Mais je pense que ça peut être intéressant en tout cas de le faire différemment, parce qu'au final, si tu as peu d'entraînement, tu ne peux pas faire de changement technique. Si tu avais beaucoup de temps, je te dirais peut-être qu'il y a des choses à améliorer qui vont te faire passer 5 plus facilement. Si tu as peu de temps, en fait, de mettre des choses en place techniquement, c'est quasiment impossible parce que tu n'as pas le temps de le répéter, tu n'as pas le temps de le travailler, tu n'as pas le temps de l'intégrer et tu vas sur le parcours et au final, tu es un peu entre deux. Oui et non, parce qu'on a fait des vrais changements techniques. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous croyez? J'ai non seulement envie de performer, mais j'ai envie d'être beau. C'est-à-dire j'ai envie que mon swing soit beau. Donc le mec, déjà, il veut tout. Il veut le beurre, l'argent du beurre. Donc, quand je vois mon swing, je pleure. Donc, j'ai dit à mon pro, j'ai dit à Arnaud, je ne peux pas avoir ça. Le chicken wings, le truc, non, je ne peux pas, ça me rend malade. Donc, on a travaillé. Et en fait, mais même au bout de 25 ou 27 ans, enfin bon, je joue depuis, donc je suis vraiment pas doué. Mais je suis un mec laborieux, moi. Je travaille, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. En fait, je comprends des trucs maintenant. Il y a des mecs qui l'ont compris au bout d'un an. Moi, j'ai mis 25 ou 27 ans à comprendre. Je comprends des trucs maintenant, parfois, désespéré. Je disais à ma femme, en fait, quand je serai mort, sur mon lit de mort, je ne comprendrai toujours pas comment on joue à ce sport. Non, mais vraiment, en me disant, mais en fait, c'est un truc de fou. Bon, moi, j'intègre à la vitesse de ce que je suis capable d'intégrer. Mais on a fait des changements techniques. La seule chose, c'est qu'il me dit, mais je ne veux pas te revoir. Viens pas me revoir, va travailler. On a mis en place des trucs, va bosser. Ouais. Et ça, pour moi, pour les valider, le faire sur de la perf, ça te permet, en fait, si tu veux, le valider déjà au practice. Et pour toi, ça va te faire du bien. Et sur le parcours, voilà. Et même d'aller le revoir, mais lui dire, voilà, attends, là, on se fait de la perf ensemble. Comme ça, tu peux te checker sous truc, mais tu te mets vraiment des challenges de perf. En tout cas, quand il y a peu, pour moi, de temps possible, c'est la meilleure façon d'intégrer, entre guillemets, ce que vous avez fait ensemble. Parce qu'au final, c'est très compliqué de changer beaucoup de choses qui, au final, vont avoir peu d'impact
sur réellement ton score. Pour moi, là, c'est de mettre le minimum d'effort pour le plus d'impact sur ton jeu pour que c'est vraiment une différence. Sinon, au final, ça peut durer très longtemps avant que ça s'intègre vraiment, que ça te fasse gagner quelques coups. Ouais. Okay. Ma deuxième question maintenant. Je pense qu'on va la garder pour l'apéro après. Parfait. Non, pour des questions de temps, pour les personnes qui nous écoutent. De toute façon, on se connaît tous les quatre, parce que c'est pas du tout, il n'y a pas d'apéro après pour ceux qui nous écoutent. C'était une blague. Bon Mathieu, il a l'air très déçu. Déjà, malheureusement, je suis pas avec vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez tous les trois, mais moi, je pourrais pas. Mais on pourrait y rester des heures tous les quatre de toute façon. Donc, on va aussi rajouter une autre nouveauté, c'est des petites questions rapides dans lesquelles tu peux répondre du tac au tac, tout comme tu peux répondre en rajoutant du détail si tu veux. Donc, on va en avoir 4. Ok. Je les connais pas. La Je première... préviens les auditeurs, je les ai pas. Vous ne les avez pas portés à ma connaissance. Et nous non plus. Ok, un point total. La première des questions, c'est qui est ton joueur ou joueuse préférée? Ah, ça c'est une super question. J'adore Jordan Spieth. J'adore ce mec. Ok. J'adore son jeu. Seb a l'air très déçu, mais bon, moi j'en dis ça, c'est parce que je vois sa tête. Hein, mais... Moi je pensais qu'il dirait Kevin. Ah, il vient de se faire opérer, je crois, du poignet. J'adore ce mec et j'adore la relation qu'il a avec son CAD. Parce que ce sont des amis, parce qu'il l'a depuis hyper longtemps et je trouve ça hyper fort. Parce que c'est parfois tentant de changer. Bon, peut-être qu'il aurait dû changer, j'en sais rien, mais je trouve la relation incroyable. Je crois qu'il est témoin de mariage. Enfin, moi j'aime les belles histoires humaines. Je suis, plutôt un affectif et ça me plaît. Et j'aime le mec, j'aime le comportement du mec. Voilà. Quel est le Super. Deuxième question? Ouais, hors Evian, précise hors Evian. Oui. Hors Evian, tu t'imagines déjà la question. Ah, j'ai besoin de la poser ou Quel est mon parcours préféré? Quel est le plus beau parcours sur lequel tu es joué? Ah, c'est pas pareil. Donc ça veut dire à l'international. Oui. Ça peut, ouais. Alors. Le golf de la Boulie, tu peux dire aussi, il n'y a aucun souci, si c'est très honnête, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai eu la chance d'aller jouer à Turnberry, qui est un parcours en Écosse Turnberry. que j'adore, mais vraiment que j'adore, et je l'ai joué pendant des années, dans la vie d'avant. C'est un endroit magique, j'adore. Moi, j'adore les links. Évidemment, j'ai eu cette chance incroyable de jouer St Andrews. Donc, je dirais pas que c'est le plus beau, mais enfin, c'est juste mythique. Et j'ai vibré au départ, sur cette aire de départ absolument dingue. Le RN derrière, le petit pont du 18, le 17 où il faut passer au-dessus du bâtiment, que j'ai pas été capable de faire. Mais c'est un truc, émotionnellement, c'est fantastique, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est le plus beau, mais d'un point de vue émotion, St Andrews, c'est juste fantastique. Et je l'ai joué sans vent, plein soleil, donc il n'est pas très compliqué, j'ai joué 12. Parce que j'ai craqué avec un quadruple. Et Turnberry, c'est un endroit exceptionnel pour moi. Turnberry, c'est top 5 aussi de ce que j'ai fait. Moi, j'ai des souvenirs exceptionnels de Turnberry. Ah ouais, j'adore. Allez, j'enchaîne la troisième question. Alors, allez, vas-y. Ouais. Quelles sont selon toi les 3 plus belles valeurs du golf? Alors, les valeurs, d'abord, c'est le partage. Pour moi. Parce que justement, c'est un sport où on peut jouer avec quelqu'un qui débute et avec quelqu'un comme Sébastien Gros. Ça veut dire un joueur du tour ou un débutant. Il faut être patient. Ça veut dire un mec gentil ou un gros con. Je n'avais pas su dans quelle catégorie t'étais. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas précisé non plus. Tu joues au tennis avec un mec qui n'a pas le même niveau que toi, tu t'emmerdes. Je suis désolé. Ou tu fais une bonne action. Au golf, si le mec connaît les codes, est capable de se dépêcher, il va jouer juste un peu plus de coups que toi. Mais tu vas partager un bon moment. Donc déjà, je trouve ça hyper convivial et je trouve ça sympa de partage. Et ça, c'est vraiment chouette. Tu peux jouer avec des hommes, avec des femmes, avec des débutants, avec des bons joueurs. C'est génial. Après, contrairement à ce que pensent peut-être encore certains, où on dit oui, c'est pas un sport violent, c'est pas du squash, c'est pas... Mais je peux te dire que je dors bien, moi, quand j'ai fait 18 trous. Hein. Parce que moi, je marche, j'aime pas prendre une voiturette. Puis t'en tapes des coups. Enfoiré. Donc, je peux te dire que le soir, je dors bien et j'ai pas de mal à m'endormir. Donc, quand tu fais 12 ou 13 bornes, t'as tapé pas mal de coups, t'as dépensé pas mal d'énergie, tu t'es engagé à 100%.
c'est un vrai sport. Hein. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et puis, je dirais que c'est la possibilité de voyager, de découvrir, de jouer avec des gens différents, parce que quand tu t'inscris, quand tu veux découvrir un parcours, bah, on te met avec des gens que tu connais pas. Donc c'est une ouverture formidable pour aller jouer avec des gens que tu connais pas. Donc tu fais des belles rencontres, ou des moins bonnes, mais enfin souvent des rencontres plutôt sympas. Puis ça te permet de voyager, de découvrir des villes, des pays, des régions. C'est quand même assez fantastique, quoi. Et du coup, c'est assez fédérateur. Voilà, je trouve que c'est assez chouette ouais. Et dernière question, si tu pouvais changer une seule chose au golf? Comme au tennis, avoir 2 balles au service. C'est Bon, avoir 2 coups, peut-être au driving. Tu vois? Ça manquerait pas un peu de charme? Si, certainement. En fait, c'est juste parce que j'en ai besoin, mais non, je sais pas. Franchement, non, mais c'est sa réponse. C'est sa réponse. Non, mais c'est une super réponse. Parfois, comme ça au m'aiderait tennis. bien, putain. Deuxième balle. Mathieu Camison. Et là, tu dis, mais merde, pourquoi? Bon, bah, trop bien en tout cas. Matt, du fond du cœur, on te remercie pour ce temps passé avec les tontons golfeurs. Merci à vous. Ça fait un moment qu'on en parlait, qu'on t'avait dit voilà, que pour on va dire cette découverte d'un des métiers du golf, pas méconnu du tout, mais voilà, on a eu voilà, des joueurs et compagnie, fitters, mais voilà, c'était très important pour nous d'avoir un directeur et ça a été assez facile de savoir que ce serait toi qu'on voudrait auprès de nous. Donc merci encore d'avoir merci à vous. répondu présent. Ça m'a fait d'abord plaisir de passer du temps avec vous. Pour moi, c'est... En tout cas, je parle avec passion, j'aime ça. Et je trouve que c'est un métier où les relations humaines sont importantes parce qu'on rencontre des gens. Moi, j'ai rencontré des gens fantastiques. Et des gens, je pensais jamais rencontrer dans ma vie. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant. On apprend beaucoup des autres. Et voilà, ça fait partie des belles rencontres que j'ai pu faire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, alors je ne sais pas du tout si on pourra le dire ou pas, c'est qu'en fait, on n'a pas parlé du fait qu'on était HPP, High Performance Partner Callaway Avion. Ça tombe pas bien du tout. Ça tombe au moment des sponsors. Ça tombe parfait. Ah ouais, bon. Vas-y. Ça, c'est un truc vraiment important. Depuis 2022, on est un des sites les plus importants Callaway en Europe. Et ça, pour nous, ça nous apporte énormément. Ça nous confère un certain nombre de responsabilités, mais ça nous a apporté énormément. Donc, on a un vrai beau partenariat avec Callaway. On est parti avec Franck au siège aux États-Unis et on est revenu, on a travaillé ensemble et il y a des gens formidables que vous connaissez forcément bien, quoi, qui sont Cédric, Médéric, l'ensemble des équipes en Europe. Et c'est vraiment chouette. Ça aussi, c'est une belle rencontre. Et on a développé, on essaie d'être meilleur chaque année et on se fixe des objectifs. Et ça nous a permis de passer à une étape supérieure, vraiment. Un grand merci à eux de soutenir aussi les tontons golfeurs. Donc voilà, un petit mot aussi pour, j'en profite comme ça, un petit mot pour Golf Planet encore. Voilà, merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et puis vous pouvez les retrouver sur le site ou sur l'application qui est gratuite. Vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper de tous les tournois, toute l'actualité golfique. Donc n'hésitez pas. Vu que j'ai la parole, j'en profite pour te remercier aussi pour ce temps. J'avais passé un super programme avec toi, on s'était bien marré et ça me faisait très plaisir que tu viennes ce soir. Donc voilà, merci pour ton temps et puis merci les gars aussi. Puis je vous laisse clôturer l'épisode. Ben ouais, merci à tous les trois, particulièrement aussi à toi du coup Mathieu. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que voilà, la découverte de Mathieu pour certains et certaines d'entre vous vous aura plu. En tout cas, on compte sur vous pour continuer à nous faire vos retours, à nous donner des étoiles, à nous contacter sur les différentes plateformes ou par mail. Et d'aller découvrir aussi Evian. Ouais, et bien sûr, d'aller faire un tour. Ouais. J'aimerais bien. Vas-y. Il y a plein de gens qui ne sont pas venus à Evian. Quand ils viennent, ils ont envie d'y revenir. Le plus dur, c'est presque de venir la première fois. Et en fait, j'encourage vraiment les golfeurs à venir découvrir la destination. Et après, de se faire évidemment leur avis. Mais ça vaut le coup. Ah bah ça, c'est sûr. Donc en tout cas, merci encore beaucoup à toi, Mathieu. Et puis... longue vie au tonton golfeur. C'est gentil. Longue vie au tonton golfeur. Longue vie à l'Evian Resort Golf Club. Et à toi, Matt.
Merci encore à tout le monde pour votre attention et à très bientôt pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. À bientôt. À bientôt. À bientôt les amis.